Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission préférée, le kiosque sur Zou Télévision. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour vous exposer les analyses pertinentes de nos chroniqueurs favoris concernant les faits d'actualité qui sont donc de divers sujets nationaux, mondiaux et puis locaux également. Donc j'ai le plaisir d'accueillir ce soir, comme d'habitude, Michel Branchy, le communiste karatéka. Bonsoir, comment vas-tu? Tout à fait, bon, ben, écoute, Ton actualité? bon, l'actualité, bon, c'est, à mon avis, bon, ça continue à être malheureusement la question de la colère des agriculteurs qui continue à se manifester aussi bien en France qu'ici en Martinique. Et puis, bon, je pense que également le problème avec la visite des experts nommés par Macron, le problème de l'évolution institutionnelle quand même, et la suite de ce que nous avons effleuré la semaine dernière, la question des révisions constitutionnelles. Très bien, d'accord. Raphaël Séminon, merci d'être là, bienvenue. Et donc, comment vas-tu et ton actualité post-carnaval? Alors, la semaine dernière, j'ai évoqué 2 enterrements auxquels j'ai participé. C'était le jeudi dernier. Je suis désolé de parler encore de mortalité, mais vous avez certainement entendu parler de Philippe Bourgade? Non, pas de Philippe Bourgade. De Gérard Guillaume? Gérard Guillaume, qui est en fait mon cousin germain, qui s'est suicidé. Qui donc, tu dis? Gérard Guillaume. On a oui, quelques images. Ouais. Et donc, c'est vraiment désolant de voir que ce garçon se suicide le jour même, le 8 février, date à laquelle il a été licencié par France Télévisions. Alors qu'il a... Voilà son image, voilà. C'est toi qui as proposé ça, Béatrice. Tu voulais en parler aussi, non? Ouais. Oui. Et donc, je trouve ça vraiment désolant. Alors, bien sûr, il était certainement fragilisé sur le plan personnel, mais je trouve embêtant qu'il soit reçu le 8 janvier par une certaine Madame Jean Goul, qui est responsable de tout le secteur des Outre-mer pour France Télévisions, et qui lui annonce son débarquement, c'est-à-dire son licenciement de son poste de directeur régional de France Télévisions. Sans autre forme de procès. Sans autre forme de procès. Guyane première. Donc, moi je dis que cette dame doit certainement avoir un problème de conscience parce que il le fait très clairement et dans la lettre qu'il laisse, il dit « Je ne veux pas d'hommage de France Télévisions ». C'est très clair. Il s'est suicidé à cause de ça. Donc je dis qu'on a affaire à des humains. Il faut pouvoir savoir les traiter. Faire en sorte que nous n'arrivions pas à ces extrémités-là. Parce que si Gérard se suicide, c'est que vraiment, il a mal vécu ce licenciement. Mal vécu. On ne peut pas traiter les hommes ni les femmes de cette manière-là. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est simplement, je voulais effectivement... Merci Béatrice d'avoir amené ces images-là. Parce que franchement, si vous voyez le nombre de témoignages concernant Gérard, c'est terrible. C'est terrible. L'image que ce garçon avait dans la population, parce que les gens l'aimaient beaucoup, parce que c'était un garçon sympathique, un bon garçon, un bon professionnel, etc., qui accompagnait Kassav d'ailleurs depuis très très longtemps. Ils ont beaucoup vécu en Afrique, etc. Bon, enfin, il a beaucoup aidé Kassav. Alors voilà, je m'arrêterai là, mais simplement pour vous dire que mon cœur est lourd et mon cœur est gros de voir comment ce désastre humain a pu se produire à cause d'une décision inhumaine de la part d'un responsable de France Télévisions. Très bien, mais écoute, moi, notre solidarité et toutes nos pensées vont à la famille, bien sûr, et bon, ça met un petit froid sur le plateau. Et effectivement, comme tu disais, c'est encore plus difficile à supporter quand on ne comprend pas les raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Mais en tout cas, je pense que justice sera faite, puisque j'ai entendu dire qu'il y a des questions qui sont posées. Voilà. Merci pour lui, en tout cas. Marie-Laurence Delorme, bienvenue, professeure de philosophie, merci d'être là et puis de nous présenter ton actualité. Merci, et puis bonsoir à toutes et à tous, et puis bonsoir à tous les chroniqueurs sur le plateau. Donc, je m'associe, je dirais, et je dois dire que c'est toujours quelque chose de très difficile
ce geste désespéré et d'un homme ou d'une femme. Et donc, je salue la famille et je dirais que, bon, qu'il faut beaucoup de courage et saluer l'existence de cet homme qui a fait un choix qui est désastreux pour la famille, mais peut-être pas pour lui. Donc, je m'associe à vos condoléances attristées. Alors, ce qui va faire mon actualité, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord un petit peu le carnaval, mais c'est surtout la question du droit du sol à Mayotte. D'accord? La question du carnaval, pourquoi? Parce que, la question du carnaval pose la question de la tradition. La tradition, ça se construit, c'est pas quelque chose de figé. Je dois dire que je lisais quelques articles et à un moment donné, sur le carnaval, on dit du carnaval que c'est le fait majeur de la culture martiniquaise. Non, c'est l'un des faits majeurs. L'alimentation, la langue, la musique, la danse, ce sont des marqueurs essentiels de l'identité martiniquaise. D'accord? Tout ça forme une culture qui évolue. Pour que la société puisse, on va dire, moderne, elle ne se débarrasse pas de ses traditions, elle les transforme. Et donc, c'est aussi le fait du carnaval. Donc, le carnaval ne construit pas, le carnaval plutôt défait. Et le carnaval, c'est le principe du chaos et de l'inversion. Donc, là encore, cette année, on a pu le noter. La deuxième question, c'est la question du droit du sol à Mayotte. Alors, je voudrais faire quand même deux observations. La première observation, c'est finalement, c'est qu'il y a un échec de la gauche qui, pendant longtemps, a évacué cette question du droit du sol. Et elle n'a pas été capable, on va dire, de développer un discours audible. Une alternative crédible au modèle d'intégration qui est en difficulté en France. Parce que qu'est-ce qui fait l'intégration? C'est le travail est en crise, et l'éducation. Travail et éducation, qui sont deux piliers de l'intégration, sont en crise. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable débat sur la question de la sécurité à Mayotte. Parce que on ne peut pas comparer la situation de Mayotte à celle de la Guyane. J'ai lu ça, mais je me dis, la Guyane, c'est un pays qui est géographiquement plus de 10 fois Mayotte. Mayotte, c'est 320 km². Autrement dit, c'est 3 fois moins que la Martinique. Et vous avez 310 000 habitants à Mayotte. Nous, on est dans les 320, 370 000. D'accord? La densité, c'est plus de 800 km² à Mayotte. Vous avez 50% de gens qui ne sont pas des Mahorais. Et il y a un problème sérieux de sécurité. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il faut réellement penser un modèle d'intégration. D'accord? Donc, je voudrais dire que cette question-là, il faut la poser correctement. Très bien. Merci pour tes actualités. Et Béatrice Bellé, merci d'être là, toujours aussi charmante et aussi fleurie et intelligente. Je me rattrape pas le temps. Salto arrière tendu. Exactement. Alors, ton actualité. Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de ta présence, Marie-Laurence, puisque ça rééquilibre un peu, ça met un peu de parité finalement sur le plateau, ça fait du bien. Bonsoir.
Tonton Michel n'est pas d'accord. Ouais. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Alors moi, mon actualité, évidemment, un hommage, comme l'a fait Raphaël, à Monsieur Guillaume, Gérard Guillaume. Je connais plus son frère que je ne connais Jean, que je ne l'ai connu lui, mais c'est vrai, je m'associe parce que les témoignages que j'ai pu lire sur les réseaux, sur les groupes constitués spécialement, sont très touchants. Et ça montre que c'est une personne, tant professionnellement que personnellement, qui a touché de nombreuses personnes par sa bienveillance et son professionnalisme. Alors rappelons-le, parce que c'est un Martiniquais qui a un beau palmarès dans le milieu audiovisuel. Il a été directeur d'antenne TV de Martinique Première. Il a été ancien monteur-réalisateur également, ancien responsable des programmes de Martinique Première, ancien directeur d'antenne TV à Martinique Première, ancien directeur d'antenne à Mayotte Première, donc il n'a pas hésité à partir, ancien directeur régional à Wallis et Futuna Première et ancien directeur régional, c'était son dernier poste, à Guyane Première. Donc c'est quelqu'un qui a, pour les Outre-mer, 40 ans de service, 40 ans. Les pays des océans a travaillé en se déplaçant. Il n'avait pas simplement une connaissance théorique, mais une vraie connaissance factuelle des territoires. Et oui, 40 ans de service et une douloureuse épreuve pour la famille. Et évidemment, je m'associe à l'hommage et puis aux condoléances que l'on peut faire à la famille. Et puis, un petit point quand même que je rajoute. On a un problème sur les autopsies et le traitement fait aux familles martiniquaises. Ça fait plus de 2 semaines. Et si les autorités nous entendent, il est temps de rendre le corps à la famille parce que c'est une famille en souffrance qui a besoin aujourd'hui de retrouver son être cher. Voilà. Faire son deuil. Oui, et malheureusement, il y a une vice-procureure en congé. Et du coup, ça ralentit la procédure puisque l'autopsie a été faite depuis la semaine dernière, mais le corps n'a toujours pas été rendu à la famille. Voilà. Autre point, alors Monsieur Bourgade, hein, il faut aussi rendre hommage à ce talentueux photographe qui était aussi, comme l'a été d'ailleurs Gérard Guillaume, très proche du milieu du spectacle. Et donc, Monsieur Bourgade faisait des magnifiques photos, singulièrement des spectacles qui se déroulaient en Martinique et aussi en extérieur. Mais il a fait des très belles expositions. Sa dernière exposition, c'est vrai que c'était, me semble-t-il, en 2020, elle s'appelait Offrande. Il nous a quittés également et cette capacité à saisir ces instants dans les spectacles était tout juste magnifique. Juste un petit... Donc, nos condoléances, je pense que tout le monde s'associe sur le plateau pour présenter nos sincères condoléances à la famille. Un petit rappel également, celui des 50 ans de février 74, mais je crois qu'on va en parler. Et puis, un petit coup de gueule, mais peut-être qu'aussi on aura l'opportunité d'en parler, sur les dernières annonces, évidemment, du gouvernement et par rapport à la baisse indécente des fonds alloués à l'éducation, mais puisque je crois qu'on a un sujet sur le maire, on va pouvoir développer. Et encore une fois, un petit point sur les violences faites aux femmes. Il faut que des moyens adéquats soient mis en œuvre sur ces sujets-là. Et là, je fais un petit coucou au président du conseil exécutif de la CTM. Nous nous étions vus et mis d'accord sur l'idée que nous allions travailler sur ces questions-là. C'était un des sujets de mon programme de la CTM qu'il avait décidé de reprendre. Il faut qu'on remette l'ouvrage sur le métier parce qu'il y a à faire, il y a à dire. Et puis une dernière chose, vraiment j'insiste, il va falloir véritablement, et vous qui êtes aux affaires, je le dis encore, mais sur la question de la gestion, de l'accompagnement des personnes en situation de handicap en Martinique, sur la question des maladies mentales en Martinique, nous ne sommes pas bons. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, et je crois qu'assurer de la dignité tant aux personnes qui sont en situation qu'aux aidants
qui se retrouvent aussi souvent esselés dans ce cadre-là, c'est indispensable dans notre petit pays. Voilà. Et c'est nous aimer nous-mêmes que de mettre les moyens adéquats à ce type de situation. Tout à fait. Bon, merci pour vos actualités. Et puis, je confirme... je n'ai pas autorité pour confirmer, mais en tout cas, effectivement, 4% du PIB national français est imputable, la diminution de 4% du PIB national français est imputable aux maladies mentales et ce qu'on considère comme étant parfois des traitements d'accompagnement, de confort, etc., alors que ce sont de véritables souffrances. Et on voit mal, alors que la cancérologie c'est bien, il y a plein d'autres maladies cardiaques, etc., qui sont très bien suivies. Par contre, le drame de la maladie mentale n'est effectivement pas assez pris en compte. Alors voilà, donc nous allons maintenant passer dans le vif du sujet. Et comme vous me l'avez demandé, donc je suis maître du temps. Je vous propose donc un premier tour de table pour 4 minutes. Raphaël, je serai assez attentif là-dessus. 4 minutes pour chaque personne, et puis si on veut revenir, on peut encore parler 1 minute pour contre-argumenter ou bien préciser sa pensée. Voilà, donc premier sujet, vous m'autorisez à faire un petit propos introductif. Forte mobilisation aux 3 îlets contre l'accaparement des terres. Donc je vous avais fait parvenir un document qui circulait déjà, qui concernait les prescriptions acquisitives qui avaient été déployées sur les territoires, notamment sur les communes, et on voit qu'il y en a entre 10, 15, parfois une trentaine sur chaque commune. Et moi j'ai envie de poser une question. On sait qu'un notaire c'est quand même un officier ministériel, c'est-à-dire que quand il fait œuvre de son métier, eh bien il représente la loi et il est quelque part, il a une parole certifiée qui a valeur de droit. Je me retourne vers toi, Raphaël, ancien fonctionnaire territorial. Quel commentaire cela t'inspire-t-il? Alors, on parle bien évidemment de l'affaire Pinto aux 3 îlets, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'autres familles qui souffrent de ce genre de pratique. Et tu vas un petit peu expliquer ce que c'est. Et je veux aussi dire que dans cette souffrance-là, il y a des personnes qui sont de bonne foi, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté des maisons qui ont été vendues donc, par la 3e ou la 4e acquisition, qui ont été vendues à ces personnes qui se trouvent dans un maelstrom juridique un petit peu contre leur gré. Et donc, c'est une situation très complexe. Donc, j'aurais souhaité qu'on prenne le temps vraiment d'expliciter les choses pour nos téléspectateurs. Vas-y, Raphaël. Oui, alors... On va peut-être, si j'ai un peu le temps, élargir la discussion sur les problèmes de succession. C'est extrêmement important parce que si ça arrive, si ce problème-là survient, c'est parce que la succession, les successions n'ont pas été réglées depuis la mort de l'arrière-grand-père qui est décédé au début du XXe siècle. Donc ça veut dire que là, on a laissé 16 hectares et plus, presque 17 hectares. 14. Ah, c'est 14 ? Bon, alors 14 hectares. Et là, comme ça, je dis en jachère, c'est pas trop le terme, mais il n'empêche qu'on a laissé ces terrains-là, comme ça, sans être occupés et sans être réglés sur le plan de la propriété. Alors, moi, quand j'entends dire qu'il y a un cousin de Hervé Pinto qui est allé se faire une prescription acquisitive, une prescription trentenaire, en disant, avec 2 témoins devant le notaire, oui, voilà, j'occupe ce terrain-là depuis plus de 30 ans, donc je deviens ipso facto propriétaire. Et que le notaire marche, nous savons très bien, je ne vais pas insulter le notaire, j'ai des amis qui sont notaires, mais il n'empêche qu'on sait très bien que les notaires sont un peu, je dirais, laxistes sur certaines procédures. Et c'est pour ça que quand tu cites une quinzaine, voire une vingtaine de prescriptions acquisitives par commune, ce que je sais, c'est que de plus en plus, ces notaires refusent de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un contentieux. Parce que c'est au moment où tu décides de devenir propriétaire, parce que tu aurais occupé le terrain en question de manière paisible, en bon père de famille, etc., c'est à ce moment-là que les vrais héritiers arrivent. Donc, les contentieux sont extrêmement nombreux. Et c'est ce qui est arrivé là. Alors, le cousin en question, il se fait délivrer cette prescription acquisitive. Il essaie de vendre 3 hectares de terrain, de ce terrain de 14 hectares, à un promoteur privé. Le promoteur privé, face au désistement du vendeur, entre guillemets, eh bien, intente un procès, il fait un recours, et donc finalement gagne ce recours, et se retrouve effectivement
avec quasiment un engagement, ou un titre, presque. Et puis finalement, vend le terrain à des personnes qui, de bonne foi, achètent ce terrain pour construire leur maison. Donc, on se retrouve, je reprends son terme, à un maelstrom juridique qui est difficilement traitable. Parce que comment dire à des personnes qui ont acheté de bonne foi une parcelle de terrain pour construire leur maison, qu'ils ne sont plus propriétaires parce qu'il y a un défaut juridique qui date, de très longtemps, et ce défaut qui va les priver de leur propriété qu'ils ont achetée, parce qu'ils ont fait l'acte d'achat. Donc, c'est compliqué. Je comprends Hervé Pinto. Moi, je sais que Béatrice, et puisque tu as déjà évoqué cette situation-là à plusieurs reprises ici sur ce plateau, mais très clairement, moi, je ne sais pas comment on va sortir de ça. Comment priver des propriétaires privés qui ont acheté un bout de terrain de cette propriété qu'ils ont acquise? Ça me paraît difficile. Donc, il faut absolument que là, le promoteur privé puisse indemniser, à mon avis, le vrai propriétaire. Mais je rappelle, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut élargir la discussion sur le problème de règlement de succession. J'ai déjà évoqué ça ici, en évoquant d'ailleurs la loi Letchimy, sur l'indivision. Et je pense que réellement, cette loi Letchimy doit être complétée par une procédure complémentaire, supplémentaire, permettant de régler les successions à la majorité des co-héritiers ou des co-indivisaires. C'est comme ça que nous arrivons à sortir de ce problème de division. Voilà, je m'arrête là et puis peut-être que je vais revenir là-dessus une fois que nous aurons fait le tour. Très bien. Alors, Marie-Laurence, j'écoutais Raphaël avec attention, mais souvent, tu es peut-être mieux placé que moi pour le savoir du point de vue de l'organisation familiale martiniquaise. Souvent, il y a plusieurs lits et puis l'identification des héritiers n'est pas si évidente. Et donc, comment faire justement pour réussir à faire une succession? Il y a bien évidemment des familles nucléaires avec papa, maman et enfants, mais il y a aussi des familles qui sont composées et puis des enfants qui sont naturels. Enfin, on ne parle plus d'enfants naturels, mais en tout cas, la multiplicité des descendances complique la chose. Quel est ton sentiment? Je dirais, comme on l'a dit, cette question d'accaparement, si je me rapporte au titre même du thème du kiosque accaparement des terres, parce que le terme d'accaparement, ce n'est pas un terme juridique. On va dire qu'à la limite, il peut être économique, d'accord, mais il n'est pas juridique, il n'y a pas une qualification juridique. Concernant, je dirais, quant au fond, le véritable problème, c'est la question de l'indivision. Parce que la question, c'est que vous avez en Martinique beaucoup de familles, pour des raisons, je dirais, qui nous sont propres, qui ne prennent pas toujours la mesure d'une succession. Pourquoi? Parce que finalement, c'est compliqué et puis, on aura le temps de voir. Et donc, dans cette succession des familles Gratte, Ezana et Pinto, parce que finalement, ce n'est pas l'affaire Pinto. Oui, tout à fait. C'est lui qui monte au créneau, voilà, mais ils sont d'accord. plusieurs. Donc, ils sont plus d'une dizaine. Mais clairement. D'accord. Donc, et là, que dit la loi? On casse le titre de propriété et on dit, bon voilà, c'est un faux. C'est un faux et donc, voilà, c'est ce que dit la Cour. On ne se prononce pas sur les conséquences. Autrement dit, que deviennent ceux qui ont acheté de bonne foi, qu'ils soient martiniquais, non martiniquais, ils n'empêchent qu'ils ont acheté de bonne foi. Et donc, le maire n'a pas la possibilité de remettre en cause un titre de propriété. Le maire ne peut que s'exprimer sur le code de l'urbanisme. C'est ça le rôle du maire. D'accord? Donc, à partir du moment où on est dans l'indivision, eh bien, il faut nécessairement repasser par la loi. Et donc, repasser par la loi, on voit bien que la décision du tribunal est insuffisante puisqu'elle ne rétablit pas les ayants droit dans leurs droits.
Autrement dit, parce que ça va faire jurisprudence, si on fait ça, ça veut dire que tous les cas d'indivision en Martinique... Exact. Voilà. C'est pourquoi le tribunal n'a fait que casser. D'accord? Et donc, il faut absolument travailler pour voir dans quelle mesure on peut rétablir ces gens dans leurs droits. Parce que dire que c'est une question de blanc, de noir, c'est noyer le poisson. En réalité, on ne peut être solidaire que parce qu'il y a une indivision qui doit être résolue. Parce que, on ne peut pas rester comme ça. Et je comprends très bien les familles Pinto, Gratte et Ezana. Très bien, voilà. D'accord, je te remercie. Michel, je me retourne vers toi. Alors, ce que disait Marie-Laure, c'est vrai, hein, la dimension jurisprudentielle doit peut-être effrayer les juges. Ils ne veulent pas se retrouver à donner une décision qui fera jurisprudence et puis qui frappera du sceau du bon sens juridique là tout ce qu'on a déjà eu comme problème du point de vue des successions. Et Raphaël parlait de la loi Letchimy. La grande difficulté aussi, c'est de voir comment il y a possibilité d'identifier les héritiers. Bon, il n'y a qu'une solution, c'est l'indemnisation des victimes. Bon. Et puis, dans chaque affaire, je crois que chaque affaire a ses particularités. Dans chaque affaire, et c'est pour ça que, malheureusement, il faudra repasser par la justice. Maintenant, ceci dit, les éléments que vous avez évoqués sur la famille martiniquaise et sur les successions, ce sont des éléments sociologiques sur lesquels, à mon avis, il faudrait que les autorités martiniquaises se penchent. En réunissant, il faut réunir des gens qui ne sont pas impliqués eux-mêmes dans... Quand tu parles d'autorité, tu penses à qui? Je pense d'abord aux ordres juridiques, le barreau, je pense aux notaires, je pense aux juristes de l'université, n'est-ce pas? Parce que des gens qui ont une autorité locale. Je pense à l'association des maires, parce que les maires ont des pouvoirs, mais des pouvoirs limités. C'est ce qu'a évoqué Marie-Laurence. Bon. Et je pense que, par ailleurs, la collectivité territoriale de Martinique, qui pour le moment est en charge du destin global de la Martinique, pour être... Mais oui, parce que c'est ça. Bon. Et puis à un moment donné, il faut aussi impliquer le Parlement, les parlementaires. Parce que peut-être qu'il y a aussi des initiatives, comme l'a évoqué Sémilan, il y a peut-être des initiatives parlementaires pour compléter la loi Letchimy. Bon, je pense que c'est la seule méthode pour sortir de cette affaire, étant donné les particularités de la constitution des familles martiniquaises. Bon, parce que tu as parlé d'enfants naturels. Bon. Les montés plus jeunes, on va parler du Ichandéo. Ichandéo, absolument, absolument. Mais oui, non mais... C'est ça. Ou bien des bâtards. Hein, bon, ce sont des réalités. Ce sont des réalités qui remontent à très loin. Bon, par conséquent, et chaque famille a ses particularités. Chaque famille a ses particularités. Donc tu penses que c'est un traitement au cas par cas? Je pense qu'il faut réunir, il faut essayer de retrouver quels sont les points communs quand même dans la parentalité en Martinique, comme certainement les sociologues. C'est un travail pour les sociologues. On parlait des sociologues. Tout à fait, tout à fait. Bon, la sociologie peut nous aider à retrouver. Et d'autre part, je pense que la Martinique n'est certainement pas le seul territoire. On retrouve des choses comme, je pense à un pays comme le Brésil, bon, on retrouve des choses de ce genre. Ok? Non, par conséquent, c'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, effectivement, si on se met à entrer dans des dénonciations, ça ne mène pas loin. Ça ne mène pas loin. Bon, nous avons signé. Bon, Justice a publié les appels des organisations
qui ont appelé à manifester au 3 îlets. Bon, nous étions représentés à cette manifestation. Nous avons publié un compte-rendu dans le numéro de cette semaine. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin, trouver une issue à cette situation par le biais de ce que je viens d'exposer de manière peut-être pas assez claire, mais tu as compris. Non, tout est clair, oui. Ouais. Alors, Béatrice, c'est vrai que bon, tu as été l'une des premières. Hein, la première. Voilà, la première à lancer l'alerte, d'ailleurs, sur ce plateau-là. Oui. Et ce que Michel disait n'est pas faux, c'est-à-dire que les dénonciations qui ont parfois valeur, j'ai envie de dire, d'alerte, mais avec beaucoup de dimensions affectives, parfois condamnent au pilori des personnes de bonne foi qui ont acheté tout à fait valablement les propriétés, qui se retrouvent aujourd'hui dans le fameux maelstrom judiciaire dont on parlait. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi tenir compte de leur situation, même si tu vas bien évidemment développer ton expertise sur le sujet? On est, et je crois qu'il faut le rappeler, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'un certain nombre d'élus ne se sont pas obligatoirement toujours mouillés pour ce type d'affaires. On est face à de l'humain. D'accord ? C'est pas de la chose, c'est de l'humain. Et quelle que soit la personne, que ce soit, alors là, dans le cas d'espèce, ça peut être les personnes qui ont construit, celles dont on dit qu'elles sont de bonne foi, les autres qui ne le sont pas aussi. Oui. Hein, parce qu'il y a aussi, si les constructions continuent alors qu'on a défini quand même qu'il y avait des héritiers sur cette terre, c'est quand même qu'il y a un petit problème de droit qui perdure. Qui a perduré et qui perdure. Et puis, donc, on a de l'humain. On a Monsieur Pinto qui est là et qui dit oui, moi, mon grand-père a acheté en 1874 une terre avec un autre, je crois Monsieur Capulot, donc des afro-descendants qui arrivent à faire l'acquisition aux enchères de 14 hectares par là. Et ce jour, d'ailleurs, il faut aller regarder les archives, c'est assez intéressant, parce que ce jour d'enchères, beaucoup d'afro-descendants ont pu faire l'acquisition à des prix très bas de terres qui étaient donc délaissées soit par l'État, soit à l'époque par les colons. Voilà. Sur l'affaire, je crois que plus ça va et plus il va falloir qu'on soit prudent dans ce que l'on dit pour éclairer au mieux. Mais c'est clair, et Raphaël l'a dit dès le début, la grosse problématique, le point politique que l'on doit soulever, c'est évidemment cette propension. Il y a une propension quand même chez nous qui est supérieure et qui a justifié d'ailleurs la loi Letchimy, cette propension à laisser les successions s'effilocher, durer dans le temps, et puis aussi quand même une propension des notaires à faire traîner. Parce qu'il y a eu des familles très volontaires pour clôturer des successions et des notaires qui prennent 10 ans pour clôturer une succession qui n'a pas à prendre 10 ans pour être clôturée. Et puis, on le sait, on l'a tous vécu dans les familles, la question de la succession amène souvent à des déchirements, mais violents. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est peut-être la question qu'on doit se poser, moi je la pose quand même à certaines de nos téléspectatrices et certains de nos téléspectateurs, si l'un d'entre vous a les moyens de racheter les parts des autres, mais vendez-lui, parce que joie à toute mort, ça sera encore de nouveaux héritiers. Et c'est comme ça qu'à force, on arrive à tellement d'héritiers que ça n'a quasiment presque plus de sens. Bon, clairement. Mais sur les cas que tu as évoqués de publication des usucapions dites prescriptions acquisitives, il y a aussi désormais des personnes qui, vu que ça a traîné, vu que des successions ont traîné, cherchent quand même à avoir un titre de propriété sur des endroits qu'ils habitent ou qu'elles habitent depuis longtemps. Et donc, autant on ne voit quasiment plus ces prescriptions acquisitives faites par notaire avec 2 témoins, d'accord ? Autant on en a de plus en plus dans les cabinets d'avocats, parce que les avocats aussi peuvent instruire ce type de demande désormais. Et en fait, c'est pour régulariser des questions aujourd'hui qui sont devenues des questions d'occupation presque connues, assurées de tous, mais qui sont désormais sans titre. Et donc, c'est un moyen
de régularisation de situation patrimoniale et foncière aujourd'hui. Voilà. Donc l'affaire continue. À l'idée de savoir comment on va s'en sortir, sincèrement, j'ai du mal à savoir également, mais je pense que l'État va pas pouvoir botter en touche non plus trop longtemps, et que s'il y a des personnes qui ont construit sur des terres dont elles savaient que ces terres ne leur appartenaient pas, il est possible qu'elles soient donc les victimes de fraude, et donc il faudrait qu'elles puissent aussi se retourner vers l'État et être indemnisées en conséquence par l'État. Alors justement, je vais vous donner la parole, Ben, et je veux que vous donniez pendant 1 minute chacun votre avis, mais comment se fait-il que l'État soit aussi défaillant sur quelque chose d'aussi important pour tout le monde? Alors, juste pour dire, l'État botte en touche parce que, bon, finalement, vous savez, c'est pareil. Hein, c'est des gens. Et puis, en plus, les moulins qui cavent ici à Zotzasav, le cavini au Caripati. Mais non, mais qu'est-ce que tu crois qu'ils en ont à faire des trois pèlerins, 3 tondus, une 50aine de personnes peut-être sur la durée de leur présence en Martinique? Et qu'est-ce qu'ils font? Plutôt basané. Du coup, comment ils ont décidé, par exemple, de régler plus ou moins, de donner une piste à cette affaire? Ils ont parlé de la théorie de l'apparence. C'est-à-dire qu'ils disent, en apparence, rien ne pouvait laisser penser au moment où certains ont acheté qu'il y avait un problème sur la prescription acquisitive et donc sur l'acte de propriété de celui qui a vendu. Voilà. Et donc, ils disent, du coup, les personnes deviennent de bonne foi. Sauf que les avocats aussi prouvent que non, c'est un peu facile, c'est un peu léger. Il y a quand même des actions qui ont déjà été menées. Ça fait quand même 25 ans que le bougre se bat comme un lion pour dire je suis co-héritier, indivisaire certes, mais je suis quand même co-héritier. Je l'ai fait savoir aux hypothèques, je l'ai fait, et pourtant les Moulins a construit toujours. Bon, donc la théorie de l'apparence c'est un peu léger, mais c'est une façon pour le juge de se dédouaner et puis de ne pas donner de réponse. D'accord. Marie-Laurence, alors, et cette responsabilité de l'État, parce que finalement, c'est l'État qui gère ce genre de problème. Par l'intermédiaire de la justice, par l'intermédiaire de l'organisation institutionnelle des choses, et puis le droit de propriété, qui est inaliénable. Toujours, les questions de droit, ce sont des questions qui concernent l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas le citoyen qui fait la loi. Il y a des institutions, il y a l'Assemblée nationale qui vote, les députés votent des lois et il y a une majorité à l'Assemblée. Encore faut-il que nous, qui sommes en Martinique, lorsqu'il y a des programmes pour les élections, quel que soit, qu'on puisse formuler aussi des propositions. Parce que quand on sait que l'indivision et la propriété, c'est pas rien en Martinique. C'est-à-dire, il y a un attachement, quand on voit beaucoup de familles sur les 50 pas font tout pour avoir un titre de propriété, c'est pas rien. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel pour beaucoup de familles, la reconnaissance du droit à la propriété. D'ailleurs, ça fait partie de l'article 2 des droits de l'homme. On a droit à la propriété. Eh bien, que tous ceux qui vont aux élections puissent faire aussi des propositions pour soit améliorer la loi, soit aussi faire des propositions pour dire, bon, eh bien voilà, parmi nos spécificités, sortir de l'indivision, eh bien, cette loi de l'être-chimie, c'est pas suffisant. Eh bien, voilà ce qu'il faut pour permettre aux Martiniquais, je dirais, d'avoir accès à cette propriété en faisant le moins de dégâts possible dans les familles. Parce que ça va faire des dégâts. Mais au moins le droit peut apaiser. Merci beaucoup. Raphaël, la responsabilité de l'État, toi ancien fonctionnaire, enfin bon, moi je suis un petit peu pantois devant cette situation-là. Et puis... Oui, et puis surtout que ce n'est pas une situation qui est inédite. Bon, on a dit ici que l'on retrouve ce genre de problème un peu partout, non seulement en Martinique, mais ailleurs, puisqu'on sait très bien que, d'ailleurs, il y a un notaire qui parlait de maison folle. Vous vous rappelez, il intervenait sur maison folle, ça veut dire que des personnes construisent sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Bon, et comment dire, alors même que la succession n'a pas été réglée. Ce sont des personnes qui appartiennent aux familles propriétaires, ou à la famille propriétaire, mais en fait, finalement, ces personnes construisent sur le terrain, alors même qu'elles n'ont pas de titre de propriété, puisque le terrain est en indivision. Donc, le notaire, alors rappelez-moi son nom, je
je cherche son nom, enfin bref, il est à la retraite depuis longtemps maintenant. Il est mort. Il est mort. Celui qui a géré ce truc-là, Mathieu. Non, pas Mathieu. Non, celui qui a géré cette affaire. Ah non, je parle de celui qui parlait de Maison Folle à la radio, sur la série notamment. Oui. Ah, il est mort, c'est ça. Opportunément. Ouais. Et donc il n'a pas fait exprès. La bonne affaire. Donc ces Maisons Folles dont on parle, évidemment, elles sont extrêmement fréquentes en Martinique. Donc ça veut dire qu'il faut absolument, d'une part, que l'État s'inquiète de ça, c'est la première chose, mais deuxièmement, l'État ne s'inquiétera de ça que s'il y a une mobilisation populaire forte. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut que Pinto, qui représente les héritiers officiels, les vrais héritiers, il faut que la mobilisation continue pour que l'État véritablement s'intéresse à ça et trouve une solution. Très bien, merci. Michel, je sais ton attachement au service de l'État. Hein. Tu as toujours dit que l'une des manières de se déresponsabiliser, c'était de vider les services, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient du point de vue des douanes, etc. Et on voit effectivement que les services de l'État sont rabougris. Ton sentiment là-dessus? Bon, mon sentiment, c'est que l'État ne peut être que l'exécuteur des décisions de justice. Et la justice ne peut exécuter que les lois qui sont votées par le Parlement, dans le système dans lequel nous sommes. Par conséquent, je m'en rallie à ce qu'a dit tout à fait Marie-Laurence Delors. Et la justice ne va bouger que si nous, Martiniquais, je reviens à ce que j'ai proposé, on éclaircisse la situation et qu'on fasse compléter la loi en s'appuyant sur une analyse sociologique et historique des particularités de ce... Alors, il faut mettre en évidence, qu'est-ce qui fait nos particularités par rapport... on a parlé tout à l'heure on a parlé la semaine dernière de la Constitution française. Oui. De Mayotte. J'ai essayé d'expliquer difficilement que la Constitution française ne peut pas être uniforme, qu'elle ne peut pas être indivisible. Mais il faut aller plus loin. Macron a inventé un concept qui s'appelle la différenciation. Il faut que le principe de différenciation, notamment dans ce domaine, soit appliqué aux pays et aux peuples d'outre-mer qui ont des histoires, un vécu différent. Et dans ce domaine de la propriété, parce qu'on ne peut pas nier la question de l'esclavage, on ne peut pas nier la question des noms des familles. Bon, j'ai moi-même un problème d'indivision dans ma propre famille. Ou surtout les centaines d'hectares. Pour un demi-hectare, il y a 120 personnes qui se disputent. Donc ce que disait 120 personnes qui se disputent. Ça va faire 2 mètres carrés par personne. Bon, non, mais c'est pas ça. C'est qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va faire ce que d'autres ont fait. Donc, qu'est-ce que tu veux que fasse un préfet qui arrive ici, comme tu dis, Bougla a venu ici après 4 ans, Bougla a dit il a dit laissez ce nègre-là débrouiller quand il est en taux. Alors là, c'est la première, ça y vrai. J'ai entendu. Mais oui. Et donc par conséquent, ce que propose Marie-Laurence est parfaitement. Alors bien sûr, il ne faut pas lâcher l'affaire Pinto, puisque c'est elle qui. Mais il faut continuer la mobilisation, mobiliser. Mais le problème, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que cette affaire. Alors c'est ce qui me permet de dire que ce genre de situation peut parfaitement alimenter la réflexion autour du pouvoir normatif. Oui, bien sûr. Mais tellement, est-ce que je peux juste... Vas-y. Tellement qu'il y a d'autres cas, il y a eu plusieurs témoignages aux Trois-Îlets, alors évidemment j'y étais, vous en doutez, et il y a d'autres cas, et notamment le cas, par exemple, d'un monsieur très âgé, qui s'est retrouvé avec des personnes, il habitait la Guyane, me semble-t-il, il s'est retrouvé avec des personnes qui ont construit sur son terrain. Quand il est rentré, qu'il a voulu récupérer son terrain, on lui a dit oui, mais il y a déjà une construction. Si vous voulez récupérer l'usage de votre terrain, vous devez donc indemniser la personne qui a construit. On lui a demandé 124 000 € à payer, lui, propriétaire du terrain. Ce qui ne devrait pas pouvoir être possible, parce que le propriétaire du dessous est propriétaire du dessus. Bon. Alors,
Alors, les règles... C'était Michel qui avait la parole, fini. Oui. Alors, une réflexion quand même. Oui. Ça n'empêche pas qu'il y a des prédateurs. Il y a des spécialistes de l'immobilier. Des raffins. Des raffins. Qui sont qu'il y a une situation particulière ici en Martinique et qui prospectent pour pouvoir vendre et acheter. Bon. Vous savez quel est, d'après l'INSEE, le secteur qui rapporte l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire le profit le plus élevé en Martinique? C'est le secteur de l'immobilier. C'est Philippe qui nous l'avait dit d'ailleurs. Très bien. Bon, alors, vous consultez INSEE, décomposition du PIB, vous avez par secteur, industrie, agriculture, et le secteur qui rapporte le moins, ou même l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire en fait le profit. Qui fait le plus de marge. Ce qu'on appelle, qui est négatif, c'est l'agriculture. Bon, très bien. En tout cas, Raphaël me faisait très opportunément remarquer qu'on avait on avait passé que sur le 45 premier minutes point. sur le premier point, mais c'était important quand même, parce que ça interpelle pas mal et j'ai moi-même eu l'occasion d'être sollicité pour cette question. Donc je vous remercie en tout cas pour vos propos. Je veux quand même préciser que nous n'avons pas honte d'être qui nous sommes et nous ne sommes pas des basanés avec des mœurs bizarres. Il y a des personnes qui font des enfants un petit peu comme cela parce que c'est notre histoire et que c'est notre passé. Et voilà, je tenais à dire cela quand même parce que les critiques sont parfois faciles. Voilà, concernant le deuxième sujet, les 50 ans de février 74, alors, donc petite page d'histoire. Alors, figurez-vous, en propos liminaire, je vais vous dire, j'ai vu, je ne dirai pas qui, mais quelqu'un qui m'a envoyé un article d'Antilla de l'époque, je ne sais pas si vous l'avez reçu, et Antilla de l'époque mettait en doute la version de la fusillade depuis l'hélicoptère sur les ouvriers agricoles. Enfin bon, je vais vous l'envoyer, je n'y ai pas pensé sur l'instant. Et donc, un moment de commémoration, se souvenir ensemble. Marie-Laurence, je vais te donner la parole, puisque la relation affective avec le passé est importante et ça a été un traumatisme non seulement pour la société, mais aussi pour l'histoire de la Martinique. Ouais, je dirais que, premièrement, que la question de l'histoire, c'est pas une question très affective. La question de la mémoire, voilà. Oui, repose sur les émotions, les affects, les sentiments. Mais justement, 50 ans d'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, je regardais l'affiche concernant la commémoration, ben, il y a toutes les communes du Nord, il y a Cap-Nord, il y a la CTM. Et je dirais très bien, il y a un ralliement tardif, mais c'est un ralliement tardif. Parce que 74, la majorité des communes du Nord considéraient ces jeunes révolutionnaires comme des perturbateurs dangereux. C'est ça aussi l'histoire. C'est ça l'histoire. Faut pas qu'aujourd'hui, qu'on puisse, parce que bon, eh ben voilà, c'est le passé, ne pas se rappeler à l'époque que tous ces jeunes révolutionnaires ont pris des risques de leur propre vie. Et ça a été déterminant dans la conscientisation des salariés agricoles, des ouvriers agricoles, des habitations. Et pendant toutes ces décennies, tous ces militants ont été ostracisés. C'est ça aussi l'histoire. Ils ont vu leur carrière pour un bon nombre, eh ben, mis de côté. C'est-à-dire que c'est ça l'histoire de sacrifice de jeunes intellectuels martiniquais. Et donc, par conséquent, je voudrais d'abord dire ça. La deuxième observation, c'est que aujourd'hui, qu'on puisse commémorer et que le préfet puisse venir, d'accord, j'ai dit pourquoi pas. Mais on ne peut pas oublier et ne pas justement rappeler ça. Rappeler les risques que certains ont pris et puis qu'il y a eu 2 morts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aseptiser l'histoire.
Et ça, c'est le risque, c'est aseptiser, oui, on est tout bon, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a la précarité aussi sur les habitations. Les ouvriers agricoles, ce ne sont pas des vieux aujourd'hui. Il y a un rajeunissement. Et il y a un rajeunissement de tout le secteur ouvrier agricole. Ce sont des jeunes Martiniquais ou étrangers qui travaillent dans le secteur de la banane aujourd'hui. Et donc, la question des salaires se retrouve posée. La question aussi de la santé aussi de ces ouvriers se retrouve posée. Pas dans les mêmes conditions que janvier-février 1974, mais c'est aussi ça aussi. Très bien. D'accord. Voilà. Alors, Michel, tu opinais du chef, tu souriais, donc ce que tu entendais faisait sens pour toi. Alors, je suis un peu mal à l'aise. Je suis un peu mal à l'aise pour apporter un témoignage, parce qu'il se trouve que je n'étais pas en Martinique en février 1974. Oh, mais c'est moins grave que Béatrice qui n'était pas née. mais néanmoins, il se trouve que je suis dans une organisation. Une organisation politique, c'est précisément fait pour la mémoire. Exact. La mémoire de la classe. La mémoire de classe. Or, quand Marie-Laure Delors parle du rôle du préfet, nous savons très bien que le préfet de l'époque avait reçu une délégation de Béquet, parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont, en leur disant, messieurs, tenez prêts les crosses de vos fusils. Bon. Et que la droite départementaliste demandait de mater la grève. En particulier, il faut dire les choses. J'ai vu des représentants de certaines communes du Nord à la commémoration et j'ai frémi. Ah bon? Ah mais bien sûr. Parce que les représentants des maires de l'époque étaient de ceux qui demandaient de mater la grève. Ah ben, à l'époque. Ben oui. Non, mais bon. Ça ne se serait pas produit aujourd'hui. Non, Je peux t'assurer. alors là, la lutte dire. des classes, c'est maintenant, tu m'excuses. La lutte des classes. Je te réserve le chien de ta chienne tout à l'heure. Laisse parler. La lutte des classes. Bon. Je prends l'exemple du maire du Marigot. Le maire du Marigot, Michel Renard, demandait qu'on envoie la troupe. Bon. Je citerai que celui-là. Il était communiste, Michel Renard. Non. Il n'était plus communiste. Il n'était plus communiste. Michel Renard avait passé au RPR. Mais il fut. Oui, bon. Donc, alors, ceci dit, cet aspect des choses étant souligné, bon, aujourd'hui, ce que tu soulignes, c'est la fin d'une époque. C'est 1974, c'est la fin, à partir des années 60, de la crise sucrière, de l'effondrement de l'économie sucrière et du remplacement de la canne à sucre, qui était monoculture, par la banane. C'est ça. Bon. Et c'est une mutation, et cette grève, dans les rapports sociaux, dans les habitations. Donc, on peut dire que 1974, du point de vue historique et du point de vue économique, c'est une mutation de la Martinique. Alors, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'exploitation capitaliste. L'exploitation capitaliste continue sous d'autres formes. Bon, la répression ne se fait plus de manière aussi brutale, ça c'est vrai. Elle se ferait de manière beaucoup plus soft, mais il y a une répression. Bon, alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Martiniquais, à l'occasion des 50 ans, moi, ce que je trouve positif, c'est que les Martiniquais s'approprient cette histoire. Très bien. C'est que, bon, par exemple, ce matin, il y a une délégation de jeunes qui sont venus au siège du journal Justice et qui ont compulsé la collection de Justice de l'époque. D'accord. Et qui ont pris des photos. Bon, et ça c'est très, très, très important. Voilà. Alors, Raphaël, à l'époque, c'était 35 francs le travail de la journée, parce que les ouvriers agricoles étaient payés quotidiennement. Non, c'était 34 francs. 34 francs. 34 francs et des brouettes. Oui.
réclamé par les ouvriers agricoles. Alors même qu'on ne leur donnait que 24 francs. Et ces 24 francs étaient utilisés dans la boutique du Béquet, sur l'habitation. Enfin, nous connaissons tous cette histoire qui relève de l'époque coloniale, je dirais même de l'époque de l'esclavage, n'est-ce pas? Pourquoi ça a changé? Bon, quand même. Tu ne vas pas de la parole. Tu sais, moi, ma famille est du Lamentin. Je me rappelle que quand j'étais petit, j'allais chez les membres de ma famille qui habitaient dans des cases en fibrociment avec la terre battue. Alors, j'ai dormi là quelques jours. Je dormais par terre. Ce n'était pas dans mes habitudes. Je suis un urbain. Bon, je le clame et je le proclame. J'ai toujours habité les Terre-Saint-Ville. Les Terre-Saint-Ville, bon, était quand même un peu plus... commode, ouais. Plus équipé. Mais là, on dormait sur des... Mais c'était ça qu'ils avaient sur les habitations, les ouvriers agricoles. Et c'est pour ça, justement, ce problème que tu évoques tout à l'heure, Michel, à savoir qu'il y avait véritablement un problème de pauvreté. Mais j'ai lu l'entretien que Robert Sailly a donné à France Antilles. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est extrêmement instructif. Parce que Robert Sailly a été parmi ceux qui ont accompagné les ouvriers agricoles dans cette lutte et dans ces revendications-là. Avec un petit groupe d'amis, c'était des marxistes-léninistes, mais ils ont accompagné effectivement dans la lutte les ouvriers agricoles. Eh bien, ils décrivaient cette situation de ces ouvriers. C'est pas où dernièrement dans France Antilles? Oui, c'est pas où, je ne sais pas, il y a peut-être une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Je vais demander. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est un témoignage, je vous l'envoie. Oui, ah oui, je veux bien. Je veux bien. Je vous l'envoie. Et donc, il décrivait ça, mais c'était effroyable. Alors, tout à l'heure, tu disais, Michel, qu'il y avait un avant 74, mais il y a eu un après 74. Exact. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous étions à 30 ans de la départementalisation, les choses n'avaient pas beaucoup changé, même s'il y avait une évolution de la situation sociale et de la population de manière générale. La mortalité infantile n'était plus celle qu'elle était dans les années 40, etc., etc. Bon, il y avait une petite amélioration, mais il n'empêche que ce problème de vie chère, ce problème de difficulté sociale perdurait. Et c'est ce qui a... Et perdure encore. Perdure encore, bien sûr. Ce même problème qui était posé en 1974 se pose aujourd'hui. C'est la même situation. La même situation. Donc les choses n'ont pas évolué de manière considérable, sauf que on assiste à un petit peu une situation un peu meilleure sur le plan des équipements. Bon, nous avons des écoles, les enfants ne meurent plus de faim, etc., etc. Bon, c'est vrai. Il y a le RSA. Mais il n'empêche qu'il y a le RSA, c'est très important. Il y a la prime d'activité. Très important. Par les socialistes. Mais il n'empêche que ce problème de vie chère et cette revendication salariale était extrêmement forte, d'autant que, Michel, tu l'as un peu dit, mais je le redis, à savoir que la crise sucrière, puisqu'on est sorti de la canne pour passer à la banane, il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait 107 distilleries. Tout à fait. Aujourd'hui, combien de distilleries y a-t-il? Il y a à peine 10 distilleries. Donc ça veut dire que vraiment il y a une mutation profonde qui s'est opérée entre la canne de sucre et la banane. Et puis, ces ouvriers-là se sont retrouvés en très grande difficulté. La preuve, c'est que, rappelez-vous, Fort-de-France, c'était 50 000 habitants à l'époque, dans les années 50-60. Fort-de-France, dans les années 70, est monté à 100 000 habitants. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, les gens quittaient les campagnes. L'exode rural, qui était une réalité, pour fuir la pauvreté la misère, bien sûr. et la misère, c'est clair. Les familles nombreuses. Je finis. Et donc, cette revendication salariale était une revendication extrêmement forte, d'autant que les béquets, en tout cas les tenants de la propriété foncière, ceux qui exploitaient les exploitations agricoles, ils se sont retrouvés confrontés au problème de la crise pétrolière qui date des années 60. J'en ai parlé la semaine dernière. Exactement ça, oui. La semaine dernière. La crise pétrolière qui a tout fait augmenter. Donc forcément, il n'était pas perméable à une revendication salariale. Et donc forcément, ces gens qui étaient dans une pauvreté extrême ne pouvaient que manifester de manière forte leurs revendications et leurs besoins auprès de ces exploitants agricoles qui, en fait, finalement, s'en mettaient plein les poches de toute façon. Et puis, ces populations ouvrières restaient sans le sou, dans la pauvreté la plus extrême. Et on a parlé de 24 francs à l'époque, mais il se dit qu'après
tout ce qui, comment dire, tous leurs achats dans les boutiques des Béquets, eh bien, ils se retrouvaient avec 14 euros, 14 francs. Bon, donc voilà, la revendication était tout à fait légitime. Alors, mais si tu permets, juste pour dire, je salue l'initiative qui a été prise de commémorer ces 50 ans. Ces 50 ans, oui. Des événements de Chalvet, parce que franchement, il faut que nos enfants, et je parle au professeur d'histoire, oui, tout à fait. Que nos enfants puissent connaître notre histoire, l'histoire de la Martinique. C'est extrêmement important parce qu'il y a eu plusieurs manifestations en 1900, 1923, je crois, 1948, 1961, puis 1974, sans compter les 16 de Basse-Pointe. Très bien. Alors, tu as parlé plus que tout le monde, donc je vais donner la parole à Béatrice, et puis je vais redonner que Dieu me pardonne. Oui, voilà. Alors, vas-y Béatrice. Alors, juste minutes. Parce que Raphaël a parlé de commémoration, donc je rappelle que samedi 24, il y a également une manifestation aux Trois-Îlets à la Maison de la Canne avec la projection du film documentaire de Camille Mauduèche, Chalvet, la conquête de la dignité. Il y a eu donc une manifestation à Basse-Pointe. Oui. Ben, moi, je dis, le préfet qui vient à Basse-Pointe et qui ne présente pas des excuses de l'État pour ce qui s'est passé. On a tué des gens parce qu'ils réclamaient juste de la dignité, c'est ce que dit le film de Mauduèche. Tu ne peux pas arriver et représenter ce qu'est l'État français et puis dire, je vais en parler là-bas en France. Nous besoin pour parler de ça en France. Nous ni parlementaires. Nous ni parlementaires. Bah, besoin en préfet, aller parler en France qu'il y a eu... Mais non. Avant ça, d'ailleurs, tu t'interroges. Avant ça, tu étudies l'histoire. Avant ça, éventuellement, si tu te présentes à la manifestation, c'est pour dire quelque chose de la part de l'État. J'avais ça à dire. C'est fait. C'est fait. Donc, mais c'est problème nous, puisque nous qu'à considérer qu'il faut que toujours nous inviter en l'Omouna dans les commémorations, nous en c'est Zafeni. Il a été invité. Eh bien oui. Bon. C'est ça mon qu'a dit. Oui, d'accord. Alors, on va pas dire qui moun. Mais pas ça qui moun qui est invité. Mais moi pas ça qui moun qui est invité. Mais bon, je vais vous donner la parole. Mais pourquoi les choses ont changé? On rigole et on fait de machin. Les choses ont changé. Tu dois acheter une voiture, tu es où? Tu vas où? C'est Kaïcha Masman qui a acheté? Non. Non. Ok. Tu dois aller. Tu vas au supermarché. C'est Kaïcha Minor qui a acheté? Non. Malheureusement. D'accord. Tu as des travaux à faire chez toi. Tu dois acheter des matériaux. C'est Kaïcha Branchou qui a acheté? Non. Il reste plus que Madame Delors. Alors, voilà. Bon. Donc. Tout ça peut tout là, quand même. Moi, c'est piment. Ok. Merci. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc. La situation, malheureusement, et on en a déjà parlé sur ce plateau. Tu parles structurellement, ça n'a pas changé. Structurellement, ça n'a pas changé. Et nous, on n'est pas... moi, je ne suis pas sur une question de couleur de peau, sur ceci, sur cela. Je suis sur une histoire de capitalistes avec un système ultralibéral qu'ils ont mis en place, qu'ils éprouvent et qu'ils développent chaque jour davantage. D'accord ? Chaque jour davantage. Donc on a aujourd'hui des forces économiques qui font tout pour capter tout ce qu'il y a à capter. Et depuis où qu'on fait pas de côté, depuis où on y a l'argent en poche, il y a chercher prendre. Mais c'est le propre des capitalistes, pas seulement les capitalistes d'ici, c'est le propre de tous les capitalistes. Et du coup, encore une fois, moi je porte ici le propos pour ces 50e anniversaire, de savoir comment on fait lorsque nous sommes des captifs, donc des prisonniers aujourd'hui de ce capitalisme, pour réguler les prix en Martinique et pour faire en sorte que nous ayons des compatriotes qui vivent dans la dignité. Si en France hexagonale, le Jacques a dit que Moun qu'a fait en repas, qu'a sauté à Tcheban en repas, ou qu'a fait un seul repas par jour, alors imaginez ce qui se passe chez nous avec les revenus, avec les taux de pauvreté que nous avons. Donc je me dis, ces événements doivent être aussi le rappel, si les choses ont changé, c'est aussi parce que les gens se sont mobilisés. Les choses changeront aussi quand nos populations ne seront pas consommatrices de lutte, mais actrices des luttes qu'il y a encore à mener. Oui. Très bien. Oui.
Jolie formule. Alors, Marie-Laurence, comme vous avez droit à 1 minute, hein, Michel et toi. Ouais. Et pas moi. Non, pas toi. J'ai envie de dire que le constat de Béatrice est lourd de sens. C'est-à-dire que structurellement, les choses n'ont pas changé. Et donc, la conscientisation ne réussit-elle pas malgré les luttes, malgré les explications, malgré les communications, malgré les partis politiques? Je dirais une chose, hein. Plutôt que de commémoration, parce que quand on commémore... On se rappelle ensemble, on se remémore ensemble. Oui. Voilà, on va célébrer. On célèbre quoi? Eh bien, je dirais le combat de ces jeunes intellectuels qui ont accompagné ces ouvriers agricoles qui vivaient dans des conditions inadmissibles, abominables, et qui ont donné de leur vie de famille. Et je dirais que ça prouve qu'ils avaient raison. Parce que on oublie ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire que c'est la preuve que ces jeunes intellectuels qui se sont investis par vent et marée, eh bien, qu'ils avaient raison. Qu'ils avaient raison. Et qu'aujourd'hui, le combat n'est pas clos, puisqu'il y a la précarité encore. Il y a des questions de santé et d'hygiène sur les habitations. Et donc, par conséquent, il y a des combats à continuer à mener. Et ça, il faut le dire. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui que tous ces syndicats, que ce soit l'UGTM et autres, bon, eh ben, il faut saluer le combat de l'UTAP qui est à l'époque. Et ça, parce que finalement, c'est la création de ces intellectuels martiniquais, parce qu'on a tout réduit à l'esclavage. Non, l'histoire de la Martinique ne se réduit pas à l'esclavage, ça se réduit à des luttes permanentes que nous menons, que nous aurons à mener. Bon. Voilà. Très bien. Alors Michel, je vais passer au thème suivant, en sachant que je te dois 1 minute, puisque, à moins que tu voulais ajouter quelque chose, mais... Non, alors, je voulais simplement une phrase. Oui. Oui, structurellement, la Martinique n'a pas changé, mais elle s'est transformée quand même. Oui. Bon, si nous... Tu as parlé des intellectuels qui ont donné leur vie de famille, etc. Oui, mais aujourd'hui, commémorer, c'est aussi se projeter dans le futur. On ne fait pas de commémoration d'un événement historique si on ne tire pas de leçons. Or, aujourd'hui, il y a deux choses. La Martinique est transformée. Le capitalisme martiniquais n'est pas celui de 1974. Les Békés n'ont plus la même position politique, économique qu'avant. Le capitalisme français a pénétré. Le capitalisme financier a pénétré dans l'économie martiniquaise. Je prends l'exemple, il n'y a plus le crédit martiniquais. Oui. C'est la BNP qui est la banque la plus costaud du monde. Aussi, oui. Bon, je n'en dis pas plus. Bon, vous avez Darty. Oui. Vous avez Leclerc, etc. Bon, autrement dit, le capitalisme français a étendu ses tentacules dans l'économie martiniquaise. Et par conséquent, les conditions, les formes de lutte que nous menons doivent tenir compte des nouveaux rapports de cette mutation. Voilà ce que je voulais simplement dire. D'accord. Eh bien, ça tombe bien, je te laisse la parole, puisque Bruno Le Maire annonce un vaste plan d'économie sur les dépenses de l'État. Et alors, j'ai regardé, puisque Béatrice me faisait remarquer avant l'émission qu'il y avait des coups de rabot sur tout. Je vous lis rapidement. Hein. L'écologie, le développement durable, c'est moins 400 millions. L'accès au logement, moins 300 millions. L'aide publique au développement est rabotée de 740 millions. Le travail et l'emploi, c'est 1,1 milliard. Et l'enseignement, c'est 900 millions. Alors, donc, dans 700 millions pour l'éducation nationale. Tout est raboté, donc 10 milliards d'économies. Et parallèlement, je lis encore mes notes. Depuis la Covid, les milliardaires ont gagné plus 86%, un gain record depuis la Covid, de plus de 236 milliards d'euros entre les milliardaires français. Et j'ai envie de dire que Oxfam France parle du fait que cette somme-là aurait pu permettre de donner 3500 euros à chaque Français. Le gain des milliardaires français représente une somme de 3500 euros par Français si ça avait été redistribué. Et je prends Bernard Arnault par exemple, fortune mars 2020, 67 milliards, fortune octobre 2021, 163 milliards. Bon. Françoise Bettencourt, 43 milliards avant Covid en 2020, 77 milliards après Covid.
François Pinault, 24 milliards en 2020, 42 milliards en 2021. Autrement dit... Ils ont doublé. Voilà, ça, ils ont doublé et c'est nous, pardonnez-moi, qu'on vient chercher avec 10 milliards d'économies pour emmerder le peuple. Pardonnez-moi. Alors, Michel, 2 minutes. La réalité, c'est que le budget de la France 2024 a été construit sur une projection de croissance de 1,4%. Oui. Déjà à l'époque, on considérait que c'était optimiste. Bon. Tous les organismes internationaux, et aux Français, l'OCDE, le FMI, la Banque de France, ne dépassent pas une croissance de 0,8 à 1%. Donc, en réalité, comme il y a une croissance insuffisante, les rentrées d'impôts, notamment la TVA, parce que c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État, c'est la TVA. Si le chiffre d'affaires diminue, il y a moins de TVA et il y a moins d'entrées. Bon, par conséquent, et la France doit rentrer dans les 3% du PIB en 2027. Donc, alors, la deuxième chose, c'est que l'Allemagne, parce que l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont en récession. Absolument. Bon. La zone euro, c'est la croissance zéro. L'inflation, ce n'est pas l'Ukraine, elle a commencé après le Covid. Parce que c'est l'explication qui est donnée. Et comme il y a une inflation importante, on a actionné les taux de la Banque Centrale Européenne, qui étaient négatifs. Et on est aux alentours de 4-5%. On les a augmentés. Bon. Ce qui a cassé la croissance et l'investissement. Oui. Et même on se félicite d'un taux de chômage relativement faible en France par rapport aux autres pays de 7 à 7,5% de la population active. Depuis 2-3 mois, le taux de chômage recommence à augmenter en France. Bon. Autrement dit, il n'y a pas de solution. Tu as bien souligné. La solution, ou c'est une solution keynésienne, où on emprunte, mais c'est l'État, on emprunte sur l'avenir, parce que la France a un patrimoine considérable, on emprunte pour investir dans l'économie, la relance de l'économie. Notamment la recherche. Par la consommation. Oui. Par la consommation. Ou bien, on diminue. On fait une politique, disons, de type... déflationniste. Ouais. Déflationniste, depuis que Thatcher... Oui. En fait, Bruno Le Maire, c'est une Madame Thatcher bis, en pantalon. Ouais. Bon, voilà. Donc, voilà la situation. La situation, c'est que, effectivement, nous allons vivre une... alors, pour le moment, quand même, le maire n'est pas fou. Ah bon? Certains disent vas-y. Le maire malin, en tout cas, il a dit, je ne me prends pas pour le moment aux dotations aux collectivités locales. Bon. Autrement dit, la CTM ne va pas subir a priori, de coupe sombre. La ville de Fort-de-France, a priori, ne va pas subir ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Non, mais le plus important, c'est pour le moment. Mais pour le moment. Le mot fort, c'est pour le moment. Parce que moi j'avais dit à Raphaël Séminaud, le grand argentier de Fort-de-France, parole en bouche, pachage. Bon, Raphaël, alors, j'avais donné 2 minutes, il en a pris 3, donc tu en auras 3 également. Oui, merci. Alors, j'ai écouté attentivement, bien sûr, Bruno Le Maire, pour dire qu'il explique ça, bien entendu, par le taux de croissance qui est beaucoup plus faible qu'attendu, 1,4, contre 1,4. Oui. Même ce 0,4, c'est important, parce que c'est des millions, voire des milliards. Et puis, par l'Ukraine, par le conflit israélo-palestinien, par la récession, tu viens d'en parler. Je ne vais pas parler de l'Angleterre, parce que l'Angleterre n'est pas de la zone euro, l'Angleterre n'est pas de l'Union européenne, mais l'Allemagne, récession en Allemagne, alors que la France s'est maintenue. Le ralentissement du développement économique de la Chine. Donc,
La conjoncture est mauvaise. La conjoncture est mauvaise. La conjoncture est mauvaise. Et finalement, la Chine, c'est quand même 5% de taux de croissance. Mais oui, bien entendu. Mais finalement, la France s'en sort un peu, mais il faut que vous fassiez un petit effort. Un petit effort. Et ça qui je trouve que c'est quand même un peu fort de café, c'est qu'on vient de voter le budget de l'État il y a 2 mois. Aujourd'hui, Bruno Le Maire parle effectivement d'une proposition rectificative de ce PLF, c'est-à-dire de ce projet de loi de finances qui a été voté il y a 2 mois. Donc je me dis quand même, les gars, ils ont... Tu oublies. Non, mais peu importe. 49,3, c'est pas mais un non, vote, mais enfin, bon, nous sommes bien d'accord, mais peu importe. Je veux dire que le budget a été arrêté. C'est-à-dire qu'on a fait cette proposition-là à la population française, au peuple français, en lui disant, voilà, ça va être ça. Et aujourd'hui, on enlève 10 milliards. 10 milliards. Et en plus, alors bien entendu, Bruno Le Maire qui dit, oui, mais vous savez, depuis 7 ans, on n'augmente pas les impôts et on va maintenir cette position, on ne va pas augmenter les impôts. Ça me fait une belle jambe, très sincèrement. Ça aurait pu être pire, quoi. Ça. Bien entendu. Oui. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que là, il y a tromperie. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas pu te projeter pour savoir que tu aurais 1% de croissance au lieu de 1,4 et que tous ces éléments qui forment ton argumentation, à savoir Israël, l'Ukraine, etc., n'étaient pas sur la table. Tous ces éléments d'information étaient sur la table. Aujourd'hui, tu me demandes 10 milliards. Et heureusement qu'il dit que pour l'instant, on ne va pas toucher aux collectivités locales, parce que vous imaginez bien que c'est ma préoccupation première, entre-temps, parce que c'est ma population, la population non seulement fuyalaise, mais martiniquaise. Et puis, ce que je dis, c'est que attention, rappelez-vous que sous Hollande avait demandé un effort contributif de 55 milliards, vous vous rappelez certainement, 55 milliards. Grosse baisse pour les collectivités. Pour les collectivités. Déjà, les collectivités bénéficient d'une dotation globale de fonctionnement qui est rabotée depuis des années. Je dis souvent que j'ai connu une époque dans les années 90 où la DGF, qui est la dotation principale de l'État vers les collectivités locales, augmentait de 8 à 9% par année. Et qu'à descendre, naturellement. Ah, maintenant, il qu'à descendre largement. Donc, moi, ce que je me dis, ce petit mot, pour le moment, prononcé par Bruno Le Maire, signifie qu'on peut s'attendre, très probablement, lors d'une rectification du budget cette année et probablement l'année prochaine, à une surprise désagréable. Voilà. Très bien. Merci. Alors, Marie-Laurence, ton sentiment sur cette économie de 10 milliards qui va toucher 29 domaines? On est toujours surpris de voir comment, avec une telle facilité, cette classe politique décide comme ça, voilà, on va diminuer, faire des économies de partout. Autrement dit, la gestion des affaires devrait permettre à chacun de vivre dignement de son travail, que ce soit les agriculteurs, quel que soit le secteur. Or, qu'est-ce qu'ils nous proposent aujourd'hui? Ils nous proposent aujourd'hui non seulement de baisser, mais quand on baisse autant de secteurs, c'est 2 fois plus de difficultés pour la Martinique. On ne le dit pas suffisamment. Autrement dit, le point d'après, se soigner coûte plus cher. On a vu que pour les personnes, pour chaque boîte de médicaments, ce sera 50 centimes de plus. Autrement dit, si on a 10 médicaments, c'est 1 euro, ça peut être 10 le reste à charge. Autrement dit, on va vers une paupérisation accrue, non seulement pour les retraités, mais aussi pour les salariés. Autrement dit, aujourd'hui, la question sociale, c'est la question essentielle. C'est ça que, pour nous, aujourd'hui en Martinique, c'est pas la question identitaire qui reste posée, c'est la question sociale. Autrement dit, comment je vais faire pour payer mon logement? Comment vais-je faire pour vivre avec un contrat précaire? Comment les jeunes diplômés qui n'ont pas encore trouvé d'emploi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'on va supprimer l'allocation de solidarité spécifique. D'accord? OK? Parce qu'il faut le dire.
on a des diplômés avec bac plus, qui ne trouvent pas d'emploi en Martinique et qui sont avec l'ASS, c'est-à-dire l'allocation de solidarité spécifique. Oui. On va supprimer ça. C'était un peu plus avantageux que le RSA. Pourquoi? Parce que c'était pris en compte pour la retraite. Autrement dit, quand on supprime ça, nos jeunes diplômés se retrouvent encore plus dans la difficulté. Et ça veut dire que les familles auront à supporter ça. Parce que quand il y a des jeunes qui sont en difficulté matérielle, difficulté psychologique, c'est pas loin. C'est pas loin, parce que c'est la souffrance. Tout à fait. La souffrance mentale. Des paradis artificiels, absolument. Oui, c'est la souffrance mentale. Et la souffrance mentale n'est pas prise en compte réellement, non seulement en France, mais encore sur le parent pauvre en Martinique. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Béatrice, tout ça pour rester dans le déficit de 4,4%, pour mieux avoir. Oui, mais enfin bon, tout ça aussi pour avoir vendu un budget, enfin, ou en tout cas une loi normalement de finances votée, placée en 49.3, imposée en 49.3. Donc, comme le disaient les précédents chroniqueurs, donc on fait tout ça de foin sur une loi et puis on annonce comme ça tranquillement au journal, oui, on va prendre une petite rectification, on va changer peut-être la trajectoire après s'être vanté d'avoir fait que des bons résultats, d'avoir tout bien fait, après s'être vanté des résultats de la politique du quoi qu'il en coûte. Ok ? Parce que le quoi qu'il en coûte, et on l'a déjà dit aussi sur ce plateau, finalement, qui est-ce qui va le payer? Je vais vous dire qui est-ce qui va le payer. Toi, tu l'as déjà dit, 2 milliards pour l'écologie, 700 millions pour l'école, 1,1 milliard pour le travail, 900 millions pour les universités. Oui. Monsieur Attal avait dit quoi déjà? Qu'il partait avec l'éducation nationale avec lui parce que c'était une priorité. Alors je vais vous dire ce que représente une priorité pour Monsieur Attal. 4360 postes d'enseignement supprimés. C'est ça, la réalité. 138 millions pour le premier degré, soit 2420 postes supprimés. Le privé perd 98 millions, enfin ça me fait moins de problèmes. La vie de l'élève perd 261 millions. C'est quoi la vie de l'élève? C'est les AED et les AESH, donc les personnels qui viennent aider notamment les élèves en situation de handicap. Alors qu'aujourd'hui d'ailleurs, la vie pour ces personnes-là et ces professionnels-là est déjà difficile. C'est 5500 emplois en moins, voire des emplois qui de toute façon ne vont pas être pourvus. Le soutien scolaire, 60 millions. Alors, M. Attal va quand même nous expliquer comment, alors qu'il fallait 7000 postes pour son fameux choc de l'éducation, en diminuant aujourd'hui déjà 4360, il va pouvoir faire son choc, arriver à séparer les classes et à mettre un professeur devant chaque élève. Voilà. Donc, moi, je crois que le populisme, la parole nébuleuse, est le pire pour justement attirer, par contre, les pires populismes sur nos pays. Voilà. Parce qu'on va... on promet des choses et on fait des promesses politiques que l'on ne tient pas. Bon. Et aujourd'hui, ce quoi qu'il en coûte, ce sont finalement les petits qui vont le payer, avec moins d'aide, par exemple, sur le développement économique. Alors là, les agriculteurs sont en train de continuer à mettre la pression. Vous savez ce qu'on a décidé? Les saisonniers, dont personne ne voulait, parce que c'est la loi travail qui avait décidé, c'est eux-mêmes qui avaient décidé de faire des saisonniers étrangers, des espèces de parias qui venaient voler l'argent. Maintenant, sur les saisonniers, notamment étrangers, on va retirer quelques cotisations sociales. Voilà, ou voire on va retirer toutes les cotisations sociales. Alors, on va avoir l'occasion d'en rediscuter parce qu'on va, là ça vient juste de sortir, on va avoir les détails de cette modification au fur et à mesure. Mais enfin, la réalité, c'est que nous payons cher les fortunes dont tu as parlé, Charles, tout à l'heure, parce qu'en effet, gouverner, c'est choisir. Ce gouvernement a fait clairement le choix de favoriser les grandes fortunes, de ne pas taxer les plus riches, ce qui aurait résolu le problème depuis longtemps. On n'est pas anti-riche, hein. On dit simplement que lorsque l'on a plus
eh ben, on contribue plus. Et c'est normal. Parce que souvent, on use plus. Absolument. Je veux juste rajouter qu'il ne faut pas oublier non plus la fin du bouclier énergétique, 16 milliards d'euros. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est l'écologie. Voilà. Alors, Marie-Laurence, la parole pour 1 minute concernant se soigner coûte désormais plus cher en Martinique comme partout en France. Le reste à charge d'une consultation chez le médecin augmente pour le patient, comme tu as évoqué cela rapidement. Juste 1 minute, puisqu'on a 2 autres thèmes. Oui. C'est pas comme partout en France, parce qu'il y a une spécificité chez nous. La spécificité, c'est qu'on a de moins en moins de spécialistes, surtout pour un certain nombre de pathologies. On parle de l'ophtalmologie. Bon, ben, si on veut se faire opérer de la cataracte, eh ben, il faut attendre un mois, un an et demi. 1 an et demi. Excuse-moi, 1 an, pas un mois. 1 an et demi. Eh oui. Oui. Autrement dit, on va détériorer encore plus la santé de notre population. Et donc, ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste parce que la Martinique, on ne peut pas avoir en France, on peut changer de région. Je peux prendre le train pour arriver à Paris pour trouver. Mais en Martinique, quand il n'y a pas de spécialistes, eh ben, dans le secteur où il n'y en a que seul et qu'il y en a 2 qui partent à la retraite, eh bien, on est condamné à ne pas se soigner. Et ça, aujourd'hui, c'est inacceptable. Alors, Béatrice, on parle bien évidemment des personnes pauvres qui auront plus de difficultés que les autres pour se soigner. Bien sûr. Alors, le gouvernement dit oui, ça ne va pas concerner tout le monde. Ça m'étonnerait qu'on te demande ta carte d'assuré CAF ou de machin pour savoir si tu vas faire partie de ceux qui vont payer. Bon, encore une fois, le gouvernement a décidé de faire des économies sur les plus fragiles, parce qu'il y en a qui souffrent de pathologies récurrentes et donc qui vont payer évidemment. Et qui vont plus souvent chez le médecin. Tout à fait. Mais pour revenir à la Martinique, bien sûr que c'est problématique parce qu'on a aussi un problème de prix. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec une amie qui veut acheter une pilule particulière qui est aussi une pilule thérapeutique. Il n'y en a plus en Martinique. Et donc on lui dit la seule que vous puissiez acheter c'est tel modèle, mais il n'est pas remboursé. Et ça dans toutes les pharmacies. Contraceptive, donc. Oui, une pilule contraceptive, pardon. Et on lui dit par contre donc ce modèle-là n'est pas remboursé. Et dans chaque pharmacie, le truc a un prix. Mais pas un petit prix différent. Là, c'est 25 € la plaquette. Là, c'est les 3 plaquettes pour 50 €. Là, c'est les 3 plaquettes pour 30 €. Voilà ce que l'on va vivre en Martinique. Voilà ce que l'on va vivre. Donc, je pense qu'il y a de quoi aujourd'hui s'inquiéter. Il y a aussi de quoi s'inquiéter parce que l'objectif est que les mutuelles prennent le dessus. Or, nous avons un taux de mutualisation, c'est-à-dire un taux de personnes couvertes par des mutuelles, qui est fort bas en Martinique, malheureusement. Ouais. Les gens ne prennent pas... l'État veut arriver à un système d'assurance privée. C'est-à-dire que vous allez payer peut-être un peu plus cher votre mutuelle, et donc elle va mieux vous rembourser les médicaments. Ce qu'ils veulent, c'est une santé qui soit une santé privatisée et qui fasse que ceux qui ont le plus de moyens puissent avoir les meilleures assurances ou puissent avoir tout simplement les moyens d'acheter leurs médicaments. Raphaël. Oui, merci. Cette semaine, nous étions avec le docteur Mansour lors d'une petite conférence, PDG de la clinique Saint-Paul, et qui nous rappelait que la Martinique est le département le moins médicalisé de France. Lorsqu'on entend ça, on le sait, mais lorsqu'on entend ça venant de professionnels de santé, on est confronté à cette dure réalité-là. Alors, ce que vous disiez toutes les deux est une réalité malheureusement difficile à concevoir, mais c'est la réalité. Et donc, ce reste à charge, pour revenir à ça, ce reste à charge, c'est quoi? Le reste à charge, c'est ce qui vous reste une fois que l'aide médicale obligatoire est intervenue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui vous reste à charge, c'est à peu près 30% de la dépense, doit être pris en charge par votre mutuelle si vous en avez une. Mais comme tu disais, Béatrice, cette complémentaire santé qui est assurée par les mutuelles, nous sommes très peu nombreux, en tout cas, quand des personnes travaillent dans la fonction publique, c'est presque obligatoire, les gens prennent cette complémentaire santé, mais ce n'est pas le cas. Non, je veux dire, de manière générale, mais c'est pas le cas partout, quoi.
Donc ça veut dire que il y a la CMU aussi. Ça veut dire que ce reste à charge, si vous travaillez, vous êtes salarié, ce reste à charge reste quelque chose d'important. 30%, c'est pas rien. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc c'est les plus défavorisés effectivement qui vont partir de cette situation, bien entendu. Alors je sais que les médecins ont milité pendant des années pour qu'on augmente leur tarif de consultation. Maintenant, les médecins, c'est à 30 €. Nous sommes dit la semaine dernière, je crois, que la sécurité sociale prendrait en charge, c'est-à-dire l'aide médicale obligatoire prendrait en charge ces 30 €. Mais bon, qu'est-ce qu'il en est exactement? J'avoue que c'est un peu difficile à cerner, quoi. Difficile à s'y convenir et difficile à... Parce que c'est un peu nébuleux, enfin, je crois que tu as employé ce terme-là tout à l'heure, Béatrice, que je reprends à mon compte. Mais c'était pas pour la même affaire, mais ça me semble un peu compliqué, quoi. Très bien, merci. Alors, et du point de vue de ton appréciation, Michel, est-ce que tu arrives à s'y convenir les choses? J'ai beaucoup aimé. Non, mais je crois que les précédents intervenants ont dit l'essentiel. Oui. Bon, le reste à charge va reposer sur, malheureusement, les plus démunis. Bon, alors la question... La question qui est posée, c'est effectivement qu'on s'oriente vers un système du type américain. De plus en plus, on va être obligé, et c'est ce que je suis en train de vivre d'ailleurs, on va être obligé de se payer soi-même une assurance médicale. Parce que quand on ne peut pas se soigner, alors tu as oublié de dire une chose, tu prends un billet d'avion. Ouais. Quand tu peux. Quand tu peux, tu prends un billet d'avion pour aller te soigner en France. Alors, la ponction, les fameux 1 € à 2 €, alors, je te rassure, pour le moment, la sécurité sociale n'a pas encore, elle a lancé l'idée des 30 € pour la consultation médicale, mais elle n'a pas encore signé d'accord, parce qu'elle demande quand même au corps médical des compensations en matière de services de garde et de désirs médicaux quand même. Hein. Bon, il faut que quand même que les médecins fassent un petit effort aussi. Hein. Bon, je ne veux pas... Je veux bien défendre le système libéral, mais jusqu'à une certaine limite. Ça fait longtemps que le tarif jusqu'à une certaine limite, le système libéral. Donc, ceci dit, la mesure dont nous parlons, c'est une ponction de 900 millions d'euros. Très bien. Voilà. Ouais. Alors, une minute encore, s'il vous plaît, concernant... moi, je voulais vous entendre sur le décret d'application de la loi permettant à la Martinique et à la Guadeloupe de proposer la vente en duty-free aux passagers des navires de croisière. Michel, ton sentiment là-dessus? Parce que partout dans la Caraïbe, ça existe. Oui, écoute, c'est une mesure qui est demandée depuis longtemps par certains parlementaires, en raison effectivement de la concurrence que subissent les Martiniquais, notamment à travers la croisière. Donc, duty-free, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève les taxes à la consommation, notamment la TVA. Explique, c'est-à-dire qu'un touriste vient, il achète dans une boutique sans taxe. Voilà, c'est détaxé. C'est détaxé. Alors, il y a toute une procédure. Il faut donc prouver qu'il est vraiment touriste, etc. Qu'il ne va pas revendre ici. Que ça part. Bon, qu'il va repartir et compagnie. Bon, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit à l'occasion de faire des détournements. Le business arrière. Des détournements de trafic. D'accord, très bien. Bon, donc, ça va concerner l'administration des douanes. C'est ça. Alors, Raphaël, il a tenu une minute. Raphaël, toi Moi, aussi. je tiendrai une minute aussi. Oui. Bon, ça existe déjà au Quai des Tourelles, ça existe déjà à l'aéroport. Hein. Quand tu rentres, tu peux acheter des produits détaxés à l'aéroport. C'est plus cher. Il est plus cher que les produits taxés. Comme je ne suis pas complètement naïf, il est plus cher. vous avez anticipé. J'ai pouffé quand même. Vous avez anticipé sur ce que j'allais dire, à savoir qu'à condition, ça ne peut être intéressant que si on n'augmente pas les prix, parce qu'effectivement, la bouteille de rhum, désolé pour les opérateurs de l'aéroport, mais quand tu pars, il vaut mieux acheter ta bouteille de rhum au supermarché. Et puis l'emballer dans ta valise. Et vous aurez remarqué aussi, puisque bon, c'est une extension finalement, Fort-de-France, c'est OK, Marin, Anse-d'Arlé, enfin Anse-d'Arlé, Saint-Pierre et puis Trois-Îlets. Donc ça ne fait pas l'unanimité parce que les gens ne sont pas forcément favorables à ça, quoi. Bon. Okay. Ça a été obtenu de haute lutte, puisque bon, c'est un décret qui vient de paraître,
mais ça fait un moment que les parlementaires... pour rendre plus attractive la Martinique, bien entendu, par rapport aux croisiéristes qui descendent sur notre territoire. Marie-Laurence. Oui, je n'ai pas d'observation supplémentaire à faire, c'est une bonne mesure. Donc, Béatrice, alors on change de sujet. Non, pas du tout. Moi, j'ai une grosse observation à faire. C'est vrai que ça date de 2019, donc la demande des parlementaires avait été faite, surtout les parlementaires guadeloupéens, soit dit en passant, avaient demandé. Moi, une observation. L'objectif qui est annoncé, c'est de servir le développement de nos économies locales sur les pays des océans. Bon, moi, je veux bien, mais encore une fois, il va falloir que les boutiques de duty-free jouent le jeu. Parce que lorsque vous avez des choses plus chères dans le magasin de duty-free que dans le magasin taxé, je ne vois pas en quoi ça va développer. Et puis, ça veut dire aussi que politiquement, il y a peut-être quelque chose à saisir sur la production artisanale martiniquaise et donner les conditions à nos artisans aussi de pouvoir déverser pas des mugs et des machins de Chine, mais des vrais produits locaux, produits en Martinique. Là, ça a un intérêt. Maintenant, si c'est pour qu'on ait des t-shirts, des mugs, des trucs machins made in China, en toute sincérité, j'en vois pas l'intérêt. Mais j'espère... pas beaucoup, mais en tout cas, ça me dérangerait beaucoup. Donc j'espère que tout cela sera suffisamment bien cadré pour que ça serve réellement le développement de notre économie locale. Parfait. Dernier thème rapidement, la guerre civile en Haïti. Béatrice, je te donne la parole puisque tu as commencé 1 minute encore. Bon, écoutez, ça fait là, ça fait longtemps que ça dure. Mais bon. Vous savez, il y a plusieurs théâtres de guerre civile dans ce monde dont on ne parle pas. Haïti fait partie d'ailleurs de ces lieux dont on n'entend pas beaucoup parler. Il y a une centaine de guerres qui existent. Dont on n'entend pas beaucoup parler. Je suis triste parce que je ne vois pas l'issue aujourd'hui à Haïti. Il y a une population qui ne fait absolument plus confiance aux forces internationales pour venir les aider, parce qu'il y a eu énormément d'argent après, notamment le tremblement de terre en 2010, c'était de mémoire, et énormément en fait d'organisations, notamment non gouvernementales, qui se sont rincées sur le dos des Haïtiens. Et aujourd'hui, on a un système politique qui est totalement vacillant et des personnes, et encore une fois, ce sont les plus faibles aujourd'hui qui, à Haïti, pâtissent de la situation, de la insécuritaire d'Haïti. Et même eux, quand ils ont essayé de se défendre, ça a été terrible. Les représailles des gangs sont terribles. C'est des viols, c'est des assassinats, c'est des gens brûlés en pleine rue. Enfin, c'est donc je sais pas comment on va se sortir de tout ça. Marie-Laurence, une petite minute aussi. Oui, c'est vrai que quand on observe cette situation en Haïti, parfois on peut être découragé. Et je comprends aussi beaucoup de gens qui pensent que aujourd'hui, la question de la sécurité, c'est une question essentielle. C'est-à-dire que de la même façon qu'en Haïti, le problème des gangs se trouve posé, à Mayotte, le problème des gangs se trouve posé. C'est-à-dire que quand on regarde bien, ce n'est pas un vain mot qu'une population, que ce soit à Mayotte ou en Haïti, demande de vivre en sécurité. C'est la première condition du vivre ensemble, c'est la sécurité. Or, aujourd'hui, en Haïti, malgré l'intervention de l'ONU, on arrive à cette impuissance du politique. Ce qui explique pourquoi il y a des gens qui peuvent se dire aujourd'hui, la politique, j'en ai assez, et ils tombent dans des considérations religieuses de plus en plus fortes. C'est pas un hasard que les milieux religieux soient forts en Haïti. Merci beaucoup. Michel, la mise à l'eau de la soie de la Chine fait que les Chinois sont en train d'investir en Éthiopie pour faire de l'Éthiopie un pays, une main-d'œuvre, un pays atelier. Pourquoi ne pas imaginer ça en Haïti? Enfin, je ne sais pas, toi tu es l'économiste. Non, mais je reviens à ce que disait. On ne peut rien faire en Haïti si on ne rétablit pas la sécurité. C'est ça. Bon, moi, j'entends qu'on le manifeste pour
la démission de l'actuel Premier ministre. Mais le Premier ministre répond, je ne peux pas organiser des élections dans un pays où il n'y a pas de sécurité. Bon. Or, les Américains disent, je ne peux pas aider, les Canadiens ne peuvent pas aider s'il n'y a pas de sécurité. Donc, bon. Alors, le Kenya avait pris courageusement le pari d'envoyer 1000 policiers. Le tribunal suprême, la Cour suprême du Kenya a censuré cette décision. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, le gouvernement kenyan va reprendre l'affaire. Bon. Autrement dit, la question de la sécurité est centrale. Bon. Alors, quand tu entends par-dessus que la première dame d'Haïti, c'est-à-dire l'épouse de l'ancien président assassiné, Jovenel Moïse, serait, je me méfie quand même de la justice, je me méfie un petit peu de la justice haïtienne, serait complice dans l'assassinat de son mari, bon, et que, d'autre part, il y a toute une série de personnalités de premier plan, politique haïtienne, qui seraient impliquées dans le complot, dans la mort de Jovenel Moïse. Bon, en tout cas, la question, c'est que l'ONU a raison, on ne peut pas résoudre les problèmes de développement économique d'Haïti, et il faut que nos amis haïtiens, ce n'est pas en manifestant, je ne crois pas, que ce soit en manifestant. Quoi qu'on dise, la constitution haïtienne dans la main en disant que le Premier ministre n'est pas constitutionnel, qu'on va résoudre le problème d'Haïti. Très bien. Bon. Raphaël, alors, un petit peu de sensationnalisme, est-ce que tu penses que la Martinique peut basculer dans des gangs pareils? Non, je ne pense pas. N'oublions pas novembre 2021. Oui, mais bon. Alors, vas-y. Enfin, nous sommes dans une situation juridique, différemment. Bref. Je suis allé en Haïti il y a un peu plus de 20 ans. Nous avions organisé une mission de coopération. C'était dans le cadre de la fonction publique territoriale. Un certain nombre d'entre nous, nous sommes partis, nous devions être 7 ou 8 pour essayer de mener à bien une action de coopération avec Haïti. Il y a plus de 20 ans, c'était Préval qui était président. Quand je suis revenu de cette expédition, je suis revenu malade. Malade. Physiquement? Physiquement. Une digit. Tu avais bu de l'eau polluée. Mais je veux dire, j'étais pas malade parce que j'ai eu une tourista, c'est pas ça. Sinon, j'ai eu la tourista directement en Haïti. Mais malade de ce que j'avais vu. La pauvreté qui est là, qui est palpable, difficile à soutenir. Mais pas seulement. Comme nous étions dans une mission de coopération, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, on était venus pour essayer de voir si on mettait en place... Il n'y a pas de procédure, rien. Tout est empirique. C'est ça. Je suis revenu malade de ça. Et je peux vous dire que moi qui suis... Il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de... Aucune. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Moi qui suis... Je me vis comme étant profondément démocrate. Je suis arrivé à la conclusion qu'il faut pour ce pays une dictature éclairée. Waouh. Alors, moi, je vous dis, parce qu'à l'époque... On a fini le temps. Hein, donc... Oui, non, mais très rapidement. J'étais au ministère de l'Aménagement, etc., avec un représentant du ministère. Il m'embarque dans sa voiture. Quand il m'embarque dans sa voiture, le gars prend un pistolet et il le met dans le coffre à gants. Déjà à l'époque. Il me dit de monter ma vitre. Oui, non, mais je veux dire, le danger était déjà là. Donc aujourd'hui, quand on parle de gangs, les gangsters étaient déjà présents. Seulement, ça s'est démultiplié avec la pauvreté, avec machin, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je termine. Et donc, on peut se dire que, en fait, finalement, les choses se sont délitées, dégradées depuis.
Et la seule solution pour moi, c'est ça, me semble-t-il. Michel, est-ce que tu penses que Poutine, c'est l'homme de la situation? Non, moi j'ai toujours pensé qu'il faut une dictature progressiste du type de celle de Fidel Castro. C'est-à-dire, tu sais que le modèle de constitution d'Haïti actuellement, c'est la constitution américaine. C'est-à-dire que les Américains ont vendu aux Haïtiens, après la chute de Duvalier, un modèle démocratique occidental absolument absurde. Oui. Je prends un exemple. Prenons un exemple. Pour nommer les ministres du gouvernement, comme aux États-Unis, les postulants au gouvernement doivent passer devant une commission parlementaire au Sénat haïtien. Bon. Ils doivent être agréés. Eh bien, c'est l'occasion de marchandage. Je donne mon agrément pour qu'un tel rentre au gouvernement, mais moi, je veux telle chose pour ma famille. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Bon. Ah oui. Autrement dit, appliquer, c'est ça le problème, appliquer à un pays qui est passé par des phases de dictature militaire ou de dictature civile Et d'occupation aussi. et d'occupation, le modèle nord-américain de démocratie, C'est une absurdité. Très bien. Bon, par conséquent, Pour moi, le mot éclairé. Pour moi, je dis une dictature éclairée du type de celle que Cuba a vécue. Alors, le mot de la fin pour Béatrice, puisque tu as quand même réagi par rapport à ma remarque sur les gangs. Oui. Alors moi, On n'est pas à l'abri. Non, je pense pas qu'on soit à l'abri, parce que moi j'ai vu des réactions de Tout à fait. Mounki qui a fait des hier, lorsqu'on avait des gens qui Novembre-décembre 2021. Novembre-décembre 2021, Oui. lorsqu'il y avait des gens qui barraient les routes, qui racketaient les gens et tout ça, nous ni en État qui fait d'ailleurs. C'est une discussion qu'on a déjà eue Bon, ici. Hein. donc il faut qu'on fasse attention aux dérives, d'autant qu'on a des personnes qui parfois estiment avoir parfaitement raison de faire ce qu'elles font. Donc nous devons faire attention. Nous ne sommes pas à l'abri sur une île de comportements qui soient des comportements dérivants tels que cela. Alors peut-être qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir éventuellement un gros bateau et puis un lot militaire qui arrive, mais ça va être au prix du sang tout ça. Donc je dis qu'on doit faire attention. Ça nous est déjà arrivé, on a déjà eu des gangs qui se sont organisés pour racketter les Martiniquaises et les Martiniquais à des ronds-points, et on voit encore les stigmates parce que les routes ont été, les voitures ont été brûlées, les routes ont été abîmées. Voilà. Bon. Mais je ne suis pas d'accord avec la dictature, ça ne va rien changer pour la simple et bonne raison que peut-être que le plus gros problème d'Haïti, c'est justement sa corruption, et que, à mon sens, une dictature même éclairée n'emporterait que plus de corruption. Bon, sur ces mots, l'émission se termine. Grégory, je suis désolé, j'avais essayé de tenir le timing. S'il te plaît, Michel, je dis au revoir. Et finalement, on a fait plus d'une minute 45. S'il vous plaît, voilà. Donc, merci, chers téléspectatrices, téléspectateurs, de nous avoir suivis. J'espère qu'on a contribué à vous faire votre opinion sur les sujets qui ont été abordés. Nous vous remercions, nous vous souhaitons un excellent week-end et nous vous disons la semaine prochaine dans votre émission Le Kiosque sur Zouk Télévision. Bonne soirée à tous et bon week-end. Au revoir.